Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde, avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Daouet d'Avatar Édition, et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Sommeil français, réveil américain. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café, on commence. Oui, Et je voulais faire une émission sur Astérix et Tintin avec un ton un peu estival, comme on avait fait Kubrick et Delon. Et puis, l'actualité, malheureusement, m'a rattrapé. Donc, on est quand même obligé de parler de ce qui se passe. Alors, la bonne nouvelle, on le sait tous, c'est le ralliement de Kennedy à Trump. Même s'il y en a qui pensent que Trump, c'est l'antéchrist et que c'est pire que les démocrates. Mais bon, tout le monde peut penser ce qu'il veut, on s'en fout. Il y a évidemment le problème français. Alors moi, j'en ai parlé beaucoup. Je trouve que je suis de moins en moins seul parce que ça fait des années que moi, je mets la cible sur le peuple, sur la masse des gens et pas sur la méchante élite. L'idée de la méchante élite qui conspire contre le peuple et qui le prive de tout, j'y crois pas. J'y crois plus. Il y a de ça, évidemment. Mais dans un camp de concentration, il y a les bourreaux, il y a les victimes, et les deux finissent par collaborer, finalement. On se rend compte de ça, et c'est ce qui est en train de se passer, et tout le monde est content. il y Au a les niveau de capots. l'Europe, ça se passe partout pareil, sauf que en Espagne, c'est beaucoup plus cool qu'en France. C'est pour ça que je me permets de dire qu'avant d'aller en Russie, pensez à l'Espagne. Alors justement, tiens, on peut commencer par ça, c'est assez rigolo. Il y a 3000 Français en Russie. Je suis mort de rire, j'y croyais pas. Ils ont commencé à dire Poutine, qui incarne la Jérusalem céleste façon Douguine, va faire venir tous les Français qui sont anti-pédosataniques en Russie, sans rire, hein, sans rire. C'est un programme Nicolas, comique quand même, hein, héroïco-comique, Nicolas, théologico-comique. On avait le tragicomique, on a le théologico-comique. Donc venez bâtir la Jérusalem céleste avec nous. Après, je tombe sur des commentateurs sur égalité-réconciliation. J'aime beaucoup les commentateurs parce que de temps en temps, ils en laissent passer qui ne sont pas dans la ligne du parti. Et alors, ça donne les filles ne pensent qu'au pognon. Enfin, exactement ce que m'a dit Modeste Schwartz, qui a vécu à Moscou. On ne pense qu'au pognon, on ne pense qu'à la fête. L'ambiance est encore plus festive qu'en France. Les mecs veulent tous faire fortune et vivre comme des oligarques américains. Et le modèle, bon, bah, on a vu Pavel Dourov qui s'est fait attraper, le jet, Dubaï, la caricature, l'homme à femme, et un peu comme l'autre, là, le pauvre Assange, il a donné son sperme à 100 femmes, je crois. Il a fait, c'est dans Wikipédia, hein. oui, Donc, c'est ça. on a ces espèces de personnages barbaresques en Russie, et puis on va nous faire croire qu'avec les oligarques, avec Ousmanov et les yachts de 120 mètres que j'ai photographié avec ma femme à Monaco, il prend toute la place de ce qui reste du port, de ce pauvre port de Monaco. Quand je l'ai connu petit, le port de Monaco, à l'époque de la princesse Grace, j'en parlais au prince, j'en ai même parlé au prince. J'ai dit, il n'y avait que quelques bateaux dans le film de Hitchcock, vous vous souvenez, Monseigneur, la main au collet et tout. Puis maintenant, le port est bourré, c'est des gratte-ciel, ces bateaux. Il y a tout ça. Et alors, la moitié des gratte-ciel, c'est des Russes, c'est la Jérusalem céleste. On va faire comme ça. Donc bon, bah, c'est parfait, on a la Jérusalem céleste. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 30 000 Français à Miami, il y a 30 000 Français à Los Angeles, il y Ah, a 100 000 Français à New York, il y a 500 000 Français ou 300 000 ou 3 millions, je ne sais plus, à Londres. Il y a 15 000 200 000 Français à Français. Singapour. Il y a Ça, 200 c'est 000 Français intéressant. en Et moi, c'est vrai que Israël. j'ai une copine presque de classe multimilliardaire qui est partie là-bas. Bienvenue dans le monde de George Orwell et de la matrice, hein, parce que alors c'est à fond ça, Singapour, ça a été voulu comme ça par Lee Kuan Yew depuis les années 60. Et on a des gens partout sauf en Russie. Donc je ne sais pas comment ils vont faire à recueillir tous les Français qui vont aller là-bas. Et puis alors il y en a un autre qui parlait et qui disait c'est extrêmement dur de trouver du travail. Il y a une bonne compétition du travail parce qu'il y a un bon niveau éducatif maintenant. Enfin, il y a toujours un bon éducatif avec l'Union soviétique. Ça s'est effondré sous le signe puis c'est remonté depuis. Mais bref, je ne vois pas comment le gars peut aller chercher son bonheur en Russie. Mais enfin, après tout, chacun peut le faire. Mais enfin, ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y en a que 3500. Alors, j'ai regardé les chiffres du gouvernement français quand même. Je suppose qu'ils sont justes. Il y avait 4650 et puis c'est tombé à 3500 après l'invasion de l'Ukraine. Pardon, l'opération militaire spéciale. Et j'invite nos lecteurs à lire Boris Karpov, qui est un garçon très honnête, comme je les aime. Il a sorti une remarquable interview de Erwan Castel, qui est un garçon honnête et en plus un poète. Ça, je reconnais que j'aimais beaucoup lire sa prose. Sur Boris Karpov, son blog. Et il a beaucoup dit de mal de l'opération militaire, il a beaucoup dit de mal de Poutine et de ce n'importe quoi qu'on voit à tous les niveaux dans le commandement russe et qui ne décourage pas tout le monde, hein, parce que, au contraire,
plus on a l'impression que plus Poutine fait de conneries, plus il est populaire. C'est un peu, ça serait un peu comme les gars qui, entre 44 et 45, vas-y, Mein Führer, montre-nous comme t'es fort et sors-nous tes armes secrètes. On verra. En tout cas, j'ai trouvé que ces deux garçons, Karpov et Erwan Castel, qui d'ailleurs m'a cité dans ses chroniques, ont été très courageux d'expliquer tout ça. Donc, alors à propos sur l'affaire Dourov, j'en sais pas plus que les gens, mais ça m'amène au sujet essentiel, qui est la France d'or ou le sommeil français. Donc, on est encore dans une histoire dont on a parlé déjà, toi et moi. Donc, je rappelle notre livre Fin des libertés et nouvelle résistance. Alors, on s'est trompé sur le titre, Fin des libertés et pas de nouvelle résistance. On aurait dû l'intituler C'est quoi tes nouvelles résistances? Purée, ta mère, ta mère, m'en fout, etc. Le mec, il a autre chose à faire, tu comprends, sur TikTok et sur Instagram ou à la plage. Ils montraient dans le Figaro, ils étaient tout contents, les électrodanses à Cannes. Le français de souche a autre chose à faire que de la résistance. Maintenant, le français de souche, j'englobe tout le monde, hein, je ne me fais plus d'illusions. Et évidemment, l'autopsie de l'exception française, qui est un de mes livres les plus importants, qui avait été publié au Belles Lettres, qui avait été une du Monde des Livres, non, pas du Monde des Livres, qui avait été dans Valeurs Actuelles et aussi dans le Figaro, à l'époque où le Figaro valait encore quelque chose. Et alors, je ramenais tout, en fait, que de la même manière que le fameux Hérodote a dit que l'Égypte est un don du Nil, la France est un don de l'État. Celui qui tient l'État tient tout. Alors, en France, on a la caricature avec ce pouvoir. Il tient les gendarmes, il tient l'armée, il tient la police, et Dieu sait qui s'en est servi, et Dieu sait qui s'en est servi. Il tient les fonctionnaires, ils votent pour lui ou pour les socialistes qui revient au même, parce que non, Macron ne vient que du Parti socialiste, on a tendance à l'oublier. On en fait l'homme du néolibéralisme. Ce néolibéralisme est un cache-sec, il y a un complot mondialiste de la finance internationale qui est dominée par BlackRock, par Schwarzman et surtout par Larry Fink. Et puis, il y a les Davos Boys, qui étaient prévus par Boris Vian. J'en parle ce matin dans mon blog. Le meilleur roman de Boris Vian, c'est On tuera tous les affreux, le meilleur roman parodique de Vernon Sullivan. Il arrive dans une île où il y a un savant fou qui s'appelle pas Schwab, mais Schutz. On ne sait pas si c'est un ancien nazi recyclé. Et Schutz a fabriqué des hommes politiques qu'il impose partout. Ça, c'est intéressant, hein, c'est dans Boris Vian. Donc, j'invite les lecteurs à le télécharger sur PDF sur Google ou alors de se le procurer pour 5 ou 6 euros sur Amazon. Je fais encore la pub pour Amazon parce que c'est un éditeur qui nous verse des droits et que c'est un éditeur qui ne nous a jamais censuré. C'est pas si mal, c'est pas si C'est pas mal parce mal. que va te faire éditer maintenant en France. Les gens me font rire. Les gens me font rire. Ils disent moi, jamais je ne pactiserai avec l'antéchrist américain. Ben voilà. Et comme après on va dire du bien des Américains, ceux qui détestent les Américains peuvent déjà zapper, changer d'émission, je m'en fous. Donc je continue sur la France on en parlait hors antenne. Je ne sais même pas par quoi commencer tellement tout devient choquant. On ne va pas taper sur Macron, je trouve ça inutile. Le pauvre, après tout. Ah, bah si, quand même, il y a une chose. Pourquoi il est particulier? Mais moi, je dis que cette constitution de la Ve République est criminelle. Elle était là pour servir une dictature. Et dans sa conférence de presse, à 68 ans, De Gaulle a dit comme si j'allais commencer une carrière de dictateur à 68 ans. Mais c'est ça le problème, mon vieux. La constitution était dictatoriale, elle était dangereuse, certains ont dit qu'elle était inspirée par Carl Schmitt, que sais-je. Le problème, c'est que tu étais un vieillard. À l'époque, 68 ans, c'est un vieillard. Aujourd'hui, moins, mais à l'époque, c'est un vieillard. Il est quand même resté 10 ans au pouvoir. Il n'était pas si populaire que ça. En 62, il n'avait pas gagné de beaucoup. Et en 67, ils avaient gagné de 2 voix. Sa chambre gaulliste, et même pas de droite, parce que le gaulliste n'a jamais été droite. En 67, elle avait gagné que de 2 voix et elle a été sauvée par mai 68. Et il a dissous l'Assemblée nationale, exactement comme Macron. Et ça lui a fait un bien fou, comme Macron, et il a gagné les élections. Quelle est la différence fondamentale entre Macron et qu'est-ce qui fait de Macron un être plus dangereux que De Gaulle qui est arrivé au pouvoir à 68 ans, que Mitterrand qui est arrivé au pouvoir à 65 ans, ou que Chirac qui est arrivé au pouvoir à la troisième fois à 63 ans? Ben c'est l'âge. Macron est arrivé à 38 ans au pouvoir. Moi, je me mets à sa place. Tu as 38 ans, tu es en pleine position de tes moyens physiques. Tu découvres que tout le monde est à tes pieds. Et comme dit Aude Lancelin très bien, j'avais rappelé Aude Lancelin dans le livre, comme dit, c'est un putsch du CAC 40. Il a l'appui des milieux d'affaires, il a l'appui de l'Europe et il a l'appui de tout le monde. Et en particulier du peuple. Le peuple le trouve sympa, trouve, contrairement à ce qu'on dit, sa femme très sympa, trouve que c'est fantastique d'avoir épousé une femme de plus de 25 ans, d'avoir une histoire d'amour comme ça, etc., etc. Bon, il a les plombs qui lui ont sauté. Ça joue un rôle. Il a eu 35 ans, 40 ans, il a les plombs qui ont sauté. On a d'autres exemples historiques de mecs qui arrivent au pouvoir à 40 ans, comme Zelensky, et qui deviennent fous. Puis alors,
Il y en a ceux dont les plombs ont sauté dès le début, comme Poutine, mais ça, c'est. Remarque, Poutine est arrivé au pouvoir il y a 30 ans maintenant, hein. Donc c'est en 97, je crois. Donc il est arrivé au pouvoir vers 40 ans, et le gars, après, il s'accroche, il ne va pas lâcher le pouvoir comme ça, hein. Moi, j'en reviens toujours à Bertrand de Jouvenel. Le pouvoir ne cherche qu'à s'accroître. Et un type qui arrive au pouvoir assez jeune, et qui a le profil bonapartiste, puisque c'est toujours la référence à Ringard là-dessus, il ne va pas le lâcher comme ça, il va laisser. Et alors, il y a autre chose qui m'intéresse sur Macron, c'est mon 19e siècle, et notamment Napoléon III. Napoléon III est arrivé au même pouvoir en tant que président en 1848 que Macron. Il a été élu triomphalement parce qu'il s'appelait Bonaparte. Il a mis dans sa poche la police, l'armée, les médias, et il a pris le pouvoir, c'est tout. Il a pris le pouvoir, il l'a gardé. Alors, on a eu des guerres partout. Au moins, avec Macron, on n'a pas de guerre. On a une baisse du niveau de vie, soi-disant. Moi, je voudrais savoir, parce que les Français, il y en a toujours partout. Tu les vois faire du bateau à Ushuaïa, tu les vois louer des hôtels à 2 000 € la nuit à Paris, tu les vois se trimballer aux quatre coins du monde, etc. Est-ce que le niveau de vie des Français s'est effondré? Pas de la masse des Français. Je parle vraiment d'une élite de Français, celle qui est importante et qui est au pouvoir. Bon, non, visiblement, non. Donc, tout le monde est content. Enfin, pas mal de gens sont contents de Macron, c'est tout. Mais alors, sur Napoléon III, on a le plus grand génie de notre littérature, Victor Hugo, qui dit s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Tu te souviens, à résister, on a pris ça à l'école. J'ai lu enfin le livre Napoléon le Petit, et il dit on se réveillera. Donc, on va lui dédier l'émission à ce pauvre Victor Hugo. Et on va lui dédier d'autant plus l'émission qui s'est lamentablement plantée, Victor Hugo, tout génie qu'il soit, et que les Français ne se sont jamais réveillés. Flaubert, j'en ai parlé 10 fois, a parlé de la tour canaille imbécile dans sa correspondance en 1853. Victor Hugo parle de On se réveillera en 1852 dans Napoléon le Petit. Il est resté au pouvoir jusqu'en 1870, notre cher Napoléon III, et personne n'y a trouvé rien à redire. Il a fait un plébiscite le 8 mai 1870 pour demander au peuple s'il était content des réformes et de son sort, en gros. 7,5 millions pour lui, 1,5 million contre. Donc ils ne se sont jamais réveillés. Ce qui a réveillé les Français, c'est que les Républicains ont fait un coup d'État après la défaite de Sedan. C'était assez facile, il n'était pas là et il n'y avait plus de contrôle. Ils ont fait donc un coup d'État, celui qui avait raté en 1812 au moment de la défaite de Russie du général Mallet. Là, ça a réussi. Ils ont proclamé la République. Ils ont fait du Zelensky. Ils ont continué la guerre pendant 6 mois avec Gambetta à la place de Zelensky, plein de morts. Des amendes encore plus fortes prises par l'Allemagne. On est passé de 3 à 5 milliards et on a donné encore plus de territoire de la Lorraine à l'Allemagne. Donc, on a ça, on a un peuple qui est résiduellement fasciné par le pouvoir fort, par le bonapartisme. Je ne sais pas si c'est la nostalgie du roi, c'est ce qu'on dit, etc. Mais enfin, le roi, il était plutôt bonasse au XVIIIe siècle, hein. Pas toujours, mais enfin la plupart du temps, plus que nos présidents. Et puis, on a notre France qui est complètement prostrée depuis l'époque. Donc, je rappelle deux textes importants. En 1861, Maurice Joly sur la prostration de l'esprit public. J'ai écrit ces textes, on peut les voir sur le blog, sur De Defensa, sur d'autres blogs amis. On a notre ami Drummond qui parle de l'anesthésie du peuple français en 1880. Et puis on arrive au XXe siècle et on se rend compte que bah, la guerre mondiale, il accepte. Bah, les millions de morts contre l'Allemagne, il accepte. Bah, les conquêtes coloniales, il les accepte. Comme les Anglais d'ailleurs, hein, qui sont des caricatures, encore pire que les Français au niveau de l'obéissance aux autorités. J'ai expliqué que McLuhan, lui, explique, c'est difficile d'expliquer pourquoi ces deux peuples sont autant soumis à l'État. Mais McLuhan, ils ont été centralisés très tôt, hein. Je crois que c'est ça la clé. McLuhan parle, je l'ai déjà dit la dernière fois, du rôle de l'imprimerie. L'armée de Cromwell conditionnée par l'imprimerie et ensuite l'armée française par l'alphabétisation et par la littérature, explique Tocqueville. Tocqueville est d'ailleurs cité plusieurs fois par McLuhan. C'est un des très rares Français cités par McLuhan, ce qui situe le niveau de génie quand même de Tocqueville. Donc on a cette France qui se calme, et puis ensuite on a Audiard qui explique très bien l'aliénation du peuple dans son très bon petit film documentaire qui s'appelle Vive la France, qui a été fait en 1970. Et alors lui, il tape sur la radio, sur le Pinard, sur, comme Céline, sur la télévision, et on voit en fait que la France arrive très vite sous De Gaulle à la France actuelle. C'est la France des grands ensembles, la France de la consommation, la France des grandes vacances, et la France des problèmes sexuels et la France du féminisme. La fin du film d'Audiard est très intéressante, il faut tenir le rythme jusqu'au bout parce que tout le film est intéressant. C'est
les bonnes femmes qui parlent des problèmes sexuels à la radio. Et moi, je me souviens, ça a traumatisé ma grand-mère. Donc, alors après, évidemment, on a une nouvelle révolution technologique qui est apparue dans les années 2000-2010, comme la télévision dans les années 60. Donc c'est la révolution des smartphones, la révolution des réseaux sociaux, et les gens sont encore plus cons qu'avant. Donc est encore plus soumis qu'avant. Alors on aurait pu espérer que, et ça va nous servir de transition avec l'Amérique, mon cher Gilbert, on aurait pu espérer que il pourrait aller vers l'information Bonald, Dawed, Plaquevent, Modeste Schwartz, Alain Soral, mais non, 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 non. Ils sont restés solidement sur les chaînes news. Ils sont restés le Figaro est le premier site français. Attention, hors les gros monstres américains, hors les GAFAM, le Figaro, c'est le premier consulté, et le deuxième, c'est Le Monde. Donc, le gars n'a pas changé son mode de consommation, il n'a pas changé sa vision du monde. Nous, dans les années 80, on a vu ce que c'était une domination gauchiste, antiraciste, gauche caviar dans les années 80. Je rappelle que même des gens de gauche se sont révoltés, comme mon éditeur Thierry Pfister, lettre ouverte à la génération Mitterrand, qui marche à côté de ses pompes, ou même Guy Hockenheim, lettre ouverte à ceux qui sont parlés du Colmar au Rotary. Ben, ils sont toujours au pouvoir. Ils sont toujours au pouvoir. On a Fabius et Juppé qui ont fidèlement secondé Macron pendant la dictature covidiste, qui était là il y a 40 ans. Et Mélenchon était là il y a 40 ans. Mélenchon qui a gagné 5 millions d'euros du contribuable en faisant conseiller politique élu du peuple de je ne sais quoi depuis 45 ans dans son département pourri qui n'existait pas il y a 50 ans. Et tout ça, ça ne bouge pas. Alors maintenant, ça va nous permettre de passer à l'Amérique. Justement, c'est la faille Internet. Internet ne sert à rien en France. On l'a vu, donc on a vu aussi que le Front National, on en parlait hors antenne, est intégralement soumis. Je rappelle donc les tweets, je ne veux pas en dire plus loin. On va me dire, ah, vous attaquez Laurent Bardella, qui est un très grand patriote, vraiment, vous n'êtes pas un patriote. Oui, mais c'est ça, d'accord. Make my day, comme dit Clint Eastwood, make my day. Donc on a, Bardella a fait en 4 semaines après les Jeux Olympiques avec les médailles. Je compte mes médailles, comme je dis sur le blog, je compte mes médailles. Il a fait l'Assomption, il a fait le débarquement, il a fait Alain Delon. Ensuite, je suppose, je ne suis pas allé voir qu'il a fait la Grande Motte. Il l'a fait, On ne va il l'a pas en fait. parler plus. Oui, Il l'a fait. no comment, no comment. Donc, ça n'est que ça, il n'y a plus de contenu. Le parti s'est vidé intégralement de tout contenu. Et même ce matin, le Figaro, timidement, faisait observer que le Front National faisait une rentrée discrète. Il est intégralement dans le système, il a servi d'idiot utile après le gros score aux européennes pour concentrer le tir contre lui aux législatives. Ça fait 40 ans qu'ils font le coup, les autres. Pourquoi ils arrêteraient de marcher? Ils ont commencé à faire des alliances républicaines contre le Front National dès l'affaire de Stirbois en 83 à Dreux, et ça fait 41 ans. Et puis, le gars a l'air de découvrir que c'est pas juste contre le Front National, on s'en fout. Mais non seulement la tactique de Le Pen ne marche toujours pas, on en a une bonne preuve là, mais en plus, elle a renoncé à tout ce qui faisait l'originalité, la force du Front National. Je rappelle que sans être des nôtres, Baudrillard avait quand même dit à l'époque, c'est la pensée sauvage. C'était au moins un beau compliment pour Le Pen. Il l'avait dit en Libération. Il l'avait dit en Libération. Et je rappelle que Baudrillard était abonné au Libre Journal de Beckett. Donc on arrive à l'Amérique, je serai plus bref. Donc on a le génie américain. Hein. Moi j'ai quand même publié un livre sur Trump. J'ai essayé d'expliquer les raisons de la rébellion américaine à travers les âges. C'est-à-dire que les Américains ont vu deux choses le grand remplacement de leur population qui est arrivé dès le 19e siècle et qui n'est pas africain ou asiatique ou que sais-je. C'est un grand remplacement européen. Donc, on a des grands écrivains comme Madison Grant, raciste, on va dire, ou racialiste, ou comme Lothrop Stoddard, ou Edward Ross. Je voulais écrire un livre sur ces gars-là, mais je me demande où ça mènerait. Mais alors, tu sais qu'ils sont plus du tout disponibles sur Amazon aux États-Unis. C'est marrant, hein, il faudrait, ça a été vraiment censuré. Hein. On les trouve quand même heureusement en PDF. Mais ces gars-là ont vu que l'Amérique allait perdre son âme parce qu'elle allait perdre son caractère anglo-saxon. Il y a ça dans le film La splendeur des Amberson d'Orson Welles qui a été adapté de Booth Tarkington. Le livre en parle. Orson Welles n'en parle pas. Le caractère anglo-saxon va disparaître. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'industrialisation très rapide et trop rapide de ce pays, qui est d'ailleurs liée à l'immigration européenne très forte. À chaque fois qu'il y a une grève avec Speakross, on fait venir d'autres Européens. Donc les pauvres gens arrivent, les Slaves, les Siciliens, les Balkaniques, que sais-je, et puis ils s'entassent dans des bidonvilles, et on les fait travailler dans les sweatshops pour développer les bénéfices de quelques-uns. Et on arrive à une société très vite fantastiquement inégalitaire, alors que le rêve des pères fondateurs, c'était quand même d'avoir une société de propriétaires.
de citoyens soldats à la mode romaine. Tout ça, c'était terminé. Donc la nostalgie trumpiste de ce passé idyllique existe encore. D'ailleurs, je me souviens que dans le film sur les zombies de Jim Jarmusch, il y a un des personnages qui porte une casquette Make America White Again. Mais là, c'était même plus que ça, c'était White Anglo-Saxon Protestant Again. Et tout ça, c'est terminé. Et enfin, il y a la réaction. Alors la réaction, j'en ai parlé dans mon livre sur Internet, Nouvelle Initiatique, et dans mon livre sur Trump. Il y a une tradition de la contestation du pouvoir fort, une tradition, on va dire, complotiste, si on veut, en Amérique, ou une tradition populiste. Le Pen m'avait demandé une fois d'aller interviewer un journaliste américain extraordinaire qui m'a appris plein de choses. En 3 heures, j'ai plus appris que lui qu'en 3 ans en France. James Baker, je suis allé l'interviewer à Roissy. Et j'ai dit à Serge, tu me payes le taxi, hein, tu me payes le taxi. Parce que je déteste Roissy, je ne vais pas à Roissy sans un taxi. Il m'a dit, d'accord, d'accord, je te ferai une note de frais. Donc je suis allé interviewer James Baker. C'était au moment où ils ont choisi Clinton. Ça ne nous rajeunit pas, mais Clinton, c'était le nouvel ordre mondial. Il est passé grâce à ce crétin de Ross Perot. Il est encore plus dangereux que Bush. Certes, Bush père était dangereux, patati patata, mais c'était moins dangereux que Clinton. Et Clinton, c'est le début ou la terminaison des réformes sociétales entamées dans les années 60 aux États-Unis. Et c'est la suprématie américaine des années 90 qui a été extrêmement toxique. Parce qu'en effet, ils n'avaient plus rien devant eux et ils sont devenus fous, les Américains. Ils sont devenus fous. Et là, on a quand même eu une forte réaction américaine, les milices à l'époque. Et dans les années 2000, il y a eu une réaction même de juifs conservateurs. Je rappelle que j'aime beaucoup le livre de Jonah Goldberg sur le fascisme libéral. On peut le télécharger en anglais facilement sur Internet, libéral fasciste. Lui, il ne se gêne pas, Goldberg, il dit héritage fasciste pour toute la gauche. La gauche est socialiste, comme Mussolini. La gauche est fasciste, comme Hillary Clinton. La gauche écologiste est fasciste et la gauche, elle est remplaciste. Il s'est vraiment déchaîné. Malheureusement, il a pas soutenu Trump après. Et il a eu peur, ou je ne sais pas pourquoi, ou il a décidé que Trump était fou. Il a préféré même en 2020 soutenir Biden. Il fallait le faire. Mais le bouquin est assez bon. Hein. Le bouquin est assez bon. Donc je rappelle, Jonah Goldberg. Et puis on est arrivé que dans les années 2010, il y a des sites exceptionnels comme Breitbart ou surtout Zero Edge. Moi, je vais très peu sur Breitbart, je vais 2 ou 3 fois par jour sur Zero Edge. Et il y a des millions de gens. Ça n'a rien à voir avec chez nous. Il y a des millions et des millions de gens. Quand il y a une interview de Tucker Carlson avec Poutine, ça fait 300 millions. Quand il y a une entrevue Elon Musk-Trump, ça fait 1 milliard. C'est pas nos chiffres. La résistance, la base, c'est pas la nôtre. Donc, il y a beaucoup plus de gens. Et il s'est trouvé que, bien que politiquement situé chez les démocrates, on a eu un brave homme qui était très courageux sur les vaccins, très courageux sur la nourriture, très courageux sur la destruction de la paysannerie. Ben, c'est Kennedy. Kennedy, il s'est tué sagement, à mon avis, sur les attentats, parce que ce n'était pas le moment d'en parler. Hein. On va voir s'il gagne les élections, peut-être qu'il pourra en parler, mais avant, il n'a pas intérêt, ça me paraît évident. Mais bref, il a été extrêmement courageux, et puis il a vu que finalement, le moins mauvais cheval, c'est Trump. Donc, je prends Trump pour essayer de changer le système, parce que seul, j'ai aucune chance. Donc, on a quand même, ça fait plusieurs fois que je dis du bien des Américains, mais on va continuer. Hein. Moi, 90% des films que je vois, ils sont américains. Après, c'est Audiard et après, c'est tout. La culture de la liberté, la culture de la contestation, la culture du vrai fact-checker, c'est une culture éminemment américaine, c'est une culture extrêmement pragmatique. Et puis on a eu là-bas une résistance religieuse qui n'existe pas chez les catholiques. Les catholiques se sont laissés en il faudra qu'on fasse une émission sur le catholicisme, plutôt sur la fin du catholicisme. On peut même plus dire d'ailleurs qu'il y a une agonie, il est mort. Le catholicisme est mort, on peut rappeler ça comme c'est l'émission. Mais là-bas, il y a des protestants qui résistent. Et finalement, chacun dans sa petite église ou dans ça ne dépend pas de Rome, ne dépend pas d'un principe. Et quand ce principe est pourri comme celui du Vatican depuis Vatican II et surtout depuis Bergoglione, ça devient complètement affolant. Donc ça ne sert plus à rien. Donc on a face à ce sommeil français qui a l'air de durer depuis des siècles maintenant, hein, avec une hypocrisie totale de je suis le pays des droits de l'homme, je suis le pays de la liberté, etc., qui permet à chaque fois de renforcer le rôle de l'État et le totalitarisme du Parti socialiste, on a ce réveil américain qui, espérons, nous mènera quelque part, parce que sinon, en Europe, on est, mon cher Gilbert, très mal parti. Voilà. Donc, je rappelle aussi 2 autres recueils dans la gueule de la bête de l'Apocalypse. C'est mon best-seller. Il est publié il y a plusieurs années. Et celui sur le coronavirus et servitude volontaire. Il faudrait faire une suite, servitude volontaire et servitude volontaire. Oui. C'est intéressant, Toujours plus de servitude volontaire. c'est intéressant, Nicolas. Tu as mentionné Ross Perot. Et moi, Ouais. c'est vrai que j'y avais pas pensé à l'époque. Mais c'est vrai que Bill Clinton est passé parce que Ross Perot, Uniquement à cause de ça. le troisième candidat,
avait réussi Ouais. à faire un score incroyable. Il lui a piqué les scores de la droite mécontente, un peu comme on pensait que il n'était pas très brillant, Bush, mais enfin bon, le pays était encore sympathique, c'était vivant. Moi, j'y suis allé aux États-Unis sous Bush, j'aimais beaucoup, hein, j'aimais beaucoup. Après, j'ai commencé à avoir peur de ce pays, c'est marrant. Ross Perot, en effet, lui a piqué les voix dont il avait besoin, comme Kennedy avait pour mission, dit-on, de prendre des voix à Biden. Mais Kennedy est allé direct chez Trump parce que c'est une bonne idée, on le saura le 5 novembre. C'est Trump qui a dit le 5 novembre, ça va être la date la plus importante de l'histoire de l'Amérique, je suis assez d'accord. Et ça sera aussi la date la plus importante pour nous. Parce que si les démocrates repassent, alors là, On c'est est terminé foutu. des libertés partout. Et c'est le Oui, vaccin et la tyrannie digitale dans la soirée, pas le lendemain, dans la soirée. mais c'est très important ce que le vice-président dans le ticket de Kamala Harris a fait comme discours. Ils veulent tout Oui, sanctionner. alors Kamala Harris, juste un mot, elle vient de dire qu'il y a eu 220 millions d'Américains morts du Oui, Covid et elle l'a répété 2 fois. Oui, mais c'est pas drôle, parce qu'elle a quand même 50% des gens qui votent pour elle. Donc on en est, moi je suis contre le droit de vote, tout le monde le sait, mais totalement, hein, fanatiquement. On n'a pas le droit de donner à des imbéciles le droit de vote. Je ne suis pas contre l'absence de liberté, je suis contre la République, contre la démocratie, parce qu'on voit où nous mènent ces systèmes, et je suis contre le droit de vote, parce que le mec qui vote pour quelqu'un qui dit que le Covid a fait 200 millions de morts aux États-Unis, on lui retire son droit de vote tout de suite si on est dans un monde sensé. oui, exactement. C'est comme le permis de conduire. C'est ça. Oui, Exact. tu devrais avoir un permis de voter comme tu as un permis de conduire. Je suis assez d'accord. Ouais. Absolument. Mais c'est vrai que si c'était Trump qui avait dit ça, on aurait eu un scandale. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, on va voir ça. Bonal et Dawet, c'est fini pour cette émission. Merci et à la prochaine.